Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 28 mai 2022. En première partie aujourd'hui, dans les coulisses du livre, je reçois l'auteur Frédéric Wolf et l'illustrateur Baptiste Amsalem qui vont nous parler entre autres de leur album hilarant Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures publié chez Fonfon. Ensuite, dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous font découvrir Le rocher tombé du ciel de John Klassen, publié chez Scholastique. Et en fin d'émission, Marie Barguirdian revient avec sa chronique sur la lecture et cette fois, il sera question d'albums pour les grands. Encore aujourd'hui, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la lecture. Bonjour, je m'appelle Mohamed Ryan, j'ai 11 ans. Mon livre s'appelle Les Prédateurs de l'ombre. Je l'aime parce que il y a beaucoup d'horreur et ça fait peur. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir absolument pas dissimulé que je reçois en studio et en vrai ciel l'auteur Frédéric Wolf et l'illustrateur Baptiste Amsalem qui ont publié ensemble en 2020 chez Fonfon l'album Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures. Bonjour à vous deux et bienvenue à Canal M. Bonjour. Bonjour Marie. Et on rappelle, messieurs, que votre album est sorti en pleine pandémie. C'est vrai, hein? Oui. Et qu'il a figuré sur la liste préliminaire du prix des libraires l'an dernier, en 2021. Félicitations. Merci. J'aimerais qu'on parle d'abord de la création de cet album, de la manière dont vous avez procédé tous les deux. Frédéric, d'abord, ça vous est venu où? D'où l'idée de ce Fred c'est tout sur la disparition des dinosaures et des 11 théories rigolotes exposées ici par le personnage de Frédéric? Il y a un petit lien. C'est mon alter ego, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mon alter ego niaiseux dans mes livres. Parce que j'en ai un autre qui s'en vient, on en parlera plus tard, où il y a un autre Fred, qui n'est pas le même, mais c'est un autre Fred. OK. Ça veut dire que l'idée vient... J'avais fait des rushs plein les poches, premier album qui était beaucoup plus... je veux dire dramatique, ou du moins quelque chose sur les émotions, très proche des émotions. J'ai fait des premiers salons, puis c'était pas quelque chose de facile de faire un salon puis de rencontrer les gens, parce que dès qu'ils touchaient mon livre, j'avais le goût de leur dire « Non, mais... » Je suis pas juste de même. Juste, achetez-les pas, ou peut-être pas pour vous, je sais pas. C'est pas parce que ton enfant aime les roches que c'est une bonne idée. Fait que c'est un peu bizarre comme sentiment, même si c'est un livre qui est très bien passé. Il a reçu des gens, il a touché des gens de façon merveilleuse. J'ai des beaux témoignages. Mais après ça, j'aimerais ça faire de l'humour parce que ça fait aussi partie de ma personnalité d'auteur. Ouais. Là, j'ai eu cette idée, je sais plus où, juste de théorie nounoun sur quelque chose. Puis là, les dinosaures est arrivé. Puis j'en ai enchaîné quelques-unes. J'ai fait 4, 5, ça va. 6, 7, ça va. 10, ça va. 12, ça va plus. On a coupé. On arrête là, à 11. j'ai dit, à 11, ça fait encore plus nono. C'est pas 10, c'est pas 12, c'est 11. Fait que je trouvais que ça marchait. Puis j'ai écrit ça assez rapidement, la première version. Puis j'allais voir Fonfon, qui ont dit, on y va, on embarque pour un deuxième album avec toi. Puis as-tu une idée d'illustrateur, d'illustratrice? Ouais. Et je venais, ça faisait combien de temps que j'avais rencontré Baptiste? Moins d'un an? Je suis arrivé à l'atelier, parce qu'on partage le même atelier, Fred et moi. C'est là. C'est ça le secret. Oui, la connivence ici c'est ça, qui s'installe. Je suis arrivé, c'était en 2017, c'était pendant l'hiver, début 2017. OK. Donc, OK. le temps de faire le livre. Ça faisait peut-être un an qu'il était là. Je le voyais travailler. J'ai regardé pas juste regarder par-dessus son épaule, mais quand même un peu. Je l'ai vu créer. Ouais. Puis j'aimais beaucoup le style qu'il y avait, qui est la plume et l'aquarelle, l'encre, qui est le style que moi, j'aurais aimé développer quand j'étais jeune. J'ai un petit peu dessiné, puis un jour, j'allais vers ça, puis ça n'a pas été plus loin, mais c'est pas grave. Là, je voyais quelque chose qui ressemblait à mon univers, mais en plus, mieux, avec une plus-value. Puis là, j'ai fait, ça peut être intéressant. Je n'ai parlé à l'éditrice, je pense, avant d'en parler à Baptiste. Parce que... c'est le fun que ça ait tenté. Ouais, c'est possible. Parce qu'on cherchait des idées, puis on a toujours 3-4 noms, puis toujours l'album peut prendre des directions complètement différentes. L'illustration, c'est plus que 50% selon moi. Dans le sens, visuellement, c'est fort. Dans les albums, c'est très
en premier plan. Puis là, je fais, il y a lui. Puis là, ils ont regardé son site web. Puis ils ont fait, oh mon Dieu, on le connaît pas. On le veut. On veut travailler avec lui. Ça a l'air super cool. On va rentrer en contact avec Baptiste. Là, je pense que je l'ai averti. Et de là, donc, Pour être sûr que ça la tente un petit peu. collaboration. Et vous, Baptiste, Oui. comment vous avez abordé la création et l'aspect visuel de ces personnages reptiliens et de ces 11 théories, toutes les plus farfelues les unes que les autres, dans le fond? Eh bien, d'abord, en fait, Fred est arrivé, il s'est retourné sur sa chaise On est à 3 mètres de distance, Ok. à peu près. et il m'a dit, Baptiste, j'ai un projet qui pourrait potentiellement t'intéresser. C'est un projet rigolo, voilà, dis-moi ce que t'en penses. C'est avec Fonfon. Et moi, je connaissais pas le travail de Fonfon, je connaissais de loin. Et donc, j'ai lu le texte, que j'ai trouvé très marrant. Et complètement déjà. Et complètement déjanté, oui, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça part loin. Donc, il y a moyen que je puisse m'amuser dessus, parce que c'est ça que je recherche d'abord, c'est de pouvoir m'amuser en dessinant, quand même. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche Ouais. dans la création, c'est s'amuser. Et surtout, j'avais pas dit, je sais pas si je l'avais dit à Fred, à la base, moi, j'aime pas les dinosaures. Oui, tu me l'avais dit. Je t'avais dit. Mais ça, Mon- tente moyen. Mon tout premier livre, Dino et Pablo, il y avait un dinosaure déjà. Et en fait, c'est qu'en ayant fait ce livre-là, au début de ma carrière, on m'a un peu catalogué Ouais. dinosaures. On m'a demandé plusieurs fois dans des magazines, dans des trucs comme ça. Et puis je disais, j'aime pas les dinosaures. Enfin, c'est pas vrai que je les aime pas, mais c'est qu'ils m'intéressent pas spécialement. Alors j'avais des copains autour de moi, c'est super, les dinosaures, j'adore. Hein. Je dis, moi, pas plus que ça. Bon. Je me suis dit, allez, on va leur laisser une seconde chance. Mais, et on apprécie beaucoup. Chez Fonfon, on a réalisé une version audio de votre album. Oui. C'est Marc Labrèche qui en assure la narration. C'est hilarant, bien sûr. Et c'est sur une musique originale de Claude Pelgag. Si vous voulez, pour le plaisir des auditeurs, on en écoute un extrait qui est disponible sur YouTube. Avec plaisir. Théorie numéro 8, la publicité. Parfois, les publicités exagèrent et il faut apprendre à douter de leurs trop belles promesses, pas toujours vraies. Eh bien, imaginons qu'un jour, les dinosaures ont été trop influencés par une de ces dangereuses publicités. Adoptez vous aussi l'eau déshydratée Evelan. De l'eau sans eau pour rester sec toute la journée. C'est nouveau, donc c'est bon. T'es beau, t'es bon, t'es vlan. Essayez-la donc pour boire. Sinon, on va rire de toi. C'est décidé, je ne bois que de l'eau déshydratée. En plus, quand on la renverse, ça ne fait pas de dégâts. Et voilà, ça c'était une des 11 théories. C'est vraiment très, très drôle. Et c'est comme ça du début à la fin. Votre livre est disponible en format papier et en version audio. Et j'aimerais ça spécifier que quand on se procure la version papier, on a aussi accès à un balado qui est produit par À l'écoute, la puce à l'oreille, qui permet d'en apprendre un peu plus et un peu plus sérieusement sur les dinosaures. Frédéric, on en a parlé tout à l'heure. Outre Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures, vous avez écrit et scénarisé d'autres ouvrages, des romans comme Toucher les étoiles et Tara veut jouer, des albums, notamment Des roches dans les poches, dont vous avez parlé, qui vous a valu le prix Cécile Gagnon en 2017, oui. Et des séries jeunesse, L'effet secondaire et Conseils de famille, entre autres. J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui guide vos choix et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de vos prochaines parutions? Oui, donc ce qui guide mes choix, comme on peut le voir, c'est toujours il y a chambre alternée entre l'humour puis le dramatique. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais puis en télé, j'ai la chance de faire des séries qui sont des fois un mélange des deux, qui a de l'humour, mais dans un cadre qui est plus structuré avec des histoires vraies. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de me promener dans ces univers-là puis de pas être catalogué juste comme un style puis qu'on me reconnaisse d'un livre à l'autre. Puis c'est toujours surprenant que quelqu'un me dise des roches plein les poches, j'aimais ça. Ouais. Fait que j'ai pris ton prochain album, puis je l'ai aimé aussi, tu fais OK few parce que c'est pas la même chose. Puis donc je m'amuse vraiment là-dedans, puis au niveau du roman, présentement, j'ai fait 2 romans qui sont plus dramatiques, plus pour ados. Oui, oui. Et là, je reviens, normalement, si tout va bien, avec Bayard, j'ai un manuscrit en lecture chez Bayard qui est vraiment plus le côté humoristique qui revient pour les plus jeunes, je pense que c'est un 6-8 ans ou environ,
où là, on est encore dans l'humour un peu absurde, ce qui me fait vraiment plaisir à écrire parce que c'est agréable. Puis, j'ai aussi un prochain album qui sort chez Fonfon, un troisième chez Fonfon, au mois d'août, normalement, qui s'appelle Orbi, Dessine-moi un Billy Bouton, avec l'illustratrice Orbi, qui est complètement absurde, encore une fois, très drôle, je veux le dire, pas parce que moi, parce que les dessins marchent aussi, même chose pour les dinosaures. Je reviens juste sur les dinosaures, la force de Baptiste, c'est d'avoir le punch, il n'était pas écrit, c'était un punch visuel qui complétait chaque théorie, fait que c'est ça, c'était le fun de faire un livre qui devient plus grand que juste le texte. Donc, Orbi, Dessine-moi un Billy Bouton, ça va être complètement nono. C'est jouer avec le livre. D'accord. Non. OK, on a hâte de lire ça. Et Baptiste, vous êtes illustrateur et dessinateur de BD. Vous avez collaboré à un grand nombre de projets, autant au Québec qu'en France. Oui. Je pense à l'infâme El Capucci, l'épouvantable ogresse qui ne mangeait que les enfants sages, Lino, sa bande de copains. Oui. Qu'est-ce qui guide vos choix à vous et qu'est-ce que vous allez publier prochainement? Prochainement, si on parle d'El Capucci, par exemple, il y a un 4e qui va sortir en juin. Oui. Je ne sais plus exactement quelle date, mais c'est bientôt. C'est pour l'été. C'est pour l'été, ouais, c'est pour juin. On va faire un lancement aussi. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Lino, je vais en dessiner un nouveau aussi là dans les prochains mois. Il devrait paraître normalement au début 2023. J'ai un livre aussi, mon premier chez les Américains, de l'autre côté de la frontière. Oh là! Oui, avec Simon & Schuster, maison d'édition, grande maison d'édition, qui va sortir en septembre. Donc à l'automne. À l'automne, oui. OK. Ben c'est formidable. Ouais. On a vraiment hâte de lire ça aussi. En terminant, je vous invite à partager avec nous un de vos coups de cœur littéraires jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut vous demander quelques suggestions? Baptiste? Oui, il y a un auteur que j'ai découvert ici, au Québec, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sidney Smith. Oui. Voilà, j'adore ses livres, j'adore sa manière de dessiner, de raconter. C'est très, je sais même pas comment le définir. C'est original, c'est très tendre et en même temps mystérieux dans sa manière d'aborder l'illustration. C'est fort, c'est assez puissant comme imagerie. Donc je recommande ses livres à lui tous. Donc ses productions à lui. Ses productions à lui. Très bien. Et Frédéric? Alors ma proposition serait Comment je suis devenu un cannibale de François Gravel, qui est un court roman qui est l'histoire d'une histoire. Parce que souvent, on peut apprendre à dessiner quand on est jeune, on a des trucs, les formes géométriques, etc. Tandis que là, c'est la première fois que je vois un livre qui montre comment écrire un roman. En même temps qu'il l'écrit. Donc, tu as le regard de, OK, un personnage se développe comme ça, OK, les dialogues, puis tu as une histoire qui s'écrit en même temps qui commande son écriture. François qui a écrit des milliers, je pense. Oui, au moins. C'est toujours avec le ton très simple dans son écriture et très rigolo. Donc, c'est pour apprendre comment on construit un livre au niveau de roman jeunesse. Il faut me le prêter. Oui, je te prêterai. S'il te plaît. Vous êtes un à côté de l'autre. Alors, Frédéric Wolf et Baptiste Absalem, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. On écoutait Matt Olubowski à la guitare, la pièce No Name No. 1 sur l'album Old Man. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Elles nous font découvrir aujourd'hui le dernier album de John Klassen, toujours insolite, Le Rocher tombé du ciel. On écoute. Pour ce podcast, honneur au créateur canadien originaire de Niagara Falls, John Klassen. Il nous a déjà surpris avec Le Loup, Le Canard et la Souris, et bien entendu, Rendez-moi mon chapeau.
Et avec Le rocher tombé du ciel, publié chez Scholastic, pour nos éditeurs européens chez Pastel, il continue de nous étonner. D'abord, il crée un lien avec Rendez-moi mon chapeau, puisque tous les personnages de cette nouvelle histoire portent des chapeaux. Ensuite, il divise son récit en 5 chapitres, donc 5 petites histoires dans une histoire. Et dès la page couverture, c'est intriguant. L'atmosphère est toute particulière. On y voit en effet 2 personnages, une tortue et un tatou, vraiment peu expressifs qui regardent une petite fleur. Mais au-dessus d'eux, il y a le grand espace du ciel. Et tout en haut, le titre, Le rocher tombé du ciel. Donc, si je comprends bien Mathilde, des personnages concentrés sur une fleur et un rocher qui va leur tomber sur la tête, c'est ça? Exact, et c'est d'ailleurs ce qui incite le lecteur à ouvrir le livre. C'est une drôle d'histoire, disons-le. Des personnages discutent de leur endroit préféré dans un endroit lui-même très désertique, tandis qu'un rocher est en train de leur tomber du ciel. On se demande vraiment qui sera écrasé. Mais alors qui? Eh bien, personne. Tout le monde est sain et sauf, car par le plus heureux des hasards, le rocher tombe sur la fleur. Ouf. Bon, enfin, c'est triste pour la fleur. Ouf, quand même, tu me rassures, hein. Mais alors, que font les personnages de ce rocher tombé du ciel? D'une certaine façon, ce rocher ne change pas grand-chose à leur vie. Ils sont toujours à discuter du meilleur endroit à être, mais en même temps, ce rocher devient un objet poétique. Oui, et sur le rocher, ils ferment les yeux et imaginent le futur rempli de végétation, d'arbres, mais aussi d'aliens. Oui, c'est un peu inquiétant. Alors ils s'arrêtent vite d'y penser et retournent à leur occupation principale, être au meilleur endroit et simplement admirer le coucher du soleil. Ce qui est fort chez John Klassen, c'est qu'il arrive à maintenir une tension dans une histoire qui pourtant nous fait bien rire. Et ce, jusqu'à la toute dernière page, par une économie de moyens, des personnages vraiment peu expressifs et un humour pince sans rire. C'est vrai que son univers esthétique est sobre, dans des teintes monochromes pour dépeindre ce monde étrange. La seule couleur qui arrive au fil des pages est ce bel orangé qui évoque le coucher du soleil. C'est vrai. Le temps passe et en effet, c'est un enjeu très très fort de l'histoire. Nous restons toujours au même endroit, pourtant ça bouge. On y voit le temps de déplacement des personnages, le temps de rêver, le temps de la chute du rocher, le temps de la journée bien sûr, et le temps du futur. J'ajouterai un mot sur le personnage de la tortue qui nous paraît le plus marquant. Elle incarne le doute, l'incertitude et la lenteur. C'est celle aussi qui détient peut-être la clé de cet album. A-t-on besoin des autres pour être bien? Grande question en effet Mathilde, à laquelle on vous invite à réfléchir avec les enfants. Rappelons le titre de cet album, Le rocher tombé du ciel de John Klassen, un auteur à l'univers unique, publié aux éditions Scholastic ici ou chez Pastel en Europe. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, celui de la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui vers le blog de Marie Barguirgian, Arstramgram. Donc, moi, la série qui m'a le plus accrochée lorsque j'étais au primaire, c'était la série Annie Croche de Bertrand Gauthier aux éditions de La Courte Échelle. Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai un livre qui vient de La Courte Échelle qui s'appelle L'oiseau de malheur. Je l'aime, il y a beaucoup de suspense et je l'aime. La chronique de Marie Barguirgian. Bonjour Marie. Eh bien, bonjour Marie. Aujourd'hui, dans votre chronique, vous nous parlez d'albums pour les grands. Alors, il va falloir définir d'abord ce qu'on entend par grand. Bon, oui, c'est ça. Album pour les grands, c'est toujours délicat de poser des termes qui enfermeraient une catégorie. Est-ce qu'on doit parler des albums de grands, des albums destinés aux plus grands et plus grands que qui? Voilà. Alors, bon, pourtant, il existe bel et bien des albums dont le public se situe, disons, entre 9 et 12 ans. Ouais. C'est un peu ce que j'ai vu. Mais
pourquoi l'album? Je ne parle pas ici de la bande dessinée, mais il y aurait beaucoup à dire sur la bande dessinée aussi, bien sûr. Pourquoi l'album aurait-il sa place, en fait, auprès d'enfants capables de lire déjà de façon autonome et parfois même de gros romans? C'est comme ça que j'ai préféré aborder les choses et puis on va voir si on arrive à définir un peu plus cette catégorie. Bon, d'abord, n'oublions pas l'essor important des albums de toutes sortes. En fait, ces albums ont élargi le public lecteur grâce à leur grande diversité depuis 20-30 ans. Ensuite, même si je n'évoque pas directement la bande dessinée, il faut reconnaître que cette dernière aussi, par son essor, a donné l'habitude de lire plus largement des histoires où s'entremêlent texte et images. Bon. Enfin, il faut quand même qu'on travaille à faire en sorte que nos jeunes ne décrochent pas trop de la lecture. Ça, c'est l'autre donnée, plus sociologique, on va dire. Or, vous le savez comme moi, vers 10 ans, ils décrochent souvent et reculent à devoir lire des romans plus longs, et pour énormément de raisons. Bien sûr, l'environnement familial et social y compte pour beaucoup, mais surtout ces préadolescents, appelons-les ainsi, ont bien d'autres préoccupations. Les copains, la musique, l'amour un petit peu bien sûr qui commence. Ils sortent, ils découvrent la vie, ils deviennent plus autonomes et donc se détachent de ce qu'on leur impose. Et la lecture peut en faire partie. Par contre, ils vivent dans une société qui est bombardée d'images. Le monde visuel est très important. C'est pourquoi je pense que des histoires avec des illustrations peuvent encore être un atout et un lien pour rester connecté à la lecture. En moins de pages qu'un roman, finalement, dans un album, on va appréhender une histoire dans son entier, sans en perdre le fil, grâce, souvent, d'ailleurs, aux illustrations qui continueront de nourrir leurs images mentales. Et parce que ces livres sont moins longs qu'un roman, en classe, par exemple, on ne laissera personne de côté puisque tout le monde aura pu lire ces quelques 30 pages d'album. Ça, c'est quand même une donnée importante. Le choix immense d'albums que l'on peut destiner aux plus grands prouve aussi qu'ils ne sont pas les bébés des livres, ces albums. Beaucoup sont tout à fait connectés aux intérêts des jeunes, offrant une grande variété de sujets et de genres. En effet, à travers des contes, des docu-fictions, des biopics, des histoires réalistes ou psychologiques. Bref, on touche autant à la philosophie qu'aux préoccupations sociales. Pensons à cet album, par exemple Le Barrage, publié chez Deux. Bien, il y a peu de texte, beaucoup d'inférences, de poésie et une histoire vraie autour, en tout cas inspirée d'un fait réel, autour de notre rapport à l'environnement. On voit ici que ce sont les sous-couches de l'histoire qui en font sa richesse. Et cette richesse ne peut être perçue qu'avec un peu plus de maturité. On peut donc adresser un tel album à des plus grands. On parle d'album, donc avec ce lien particulier texte-image, mais aussi de textes illustrés qu'on trouve dans cette catégorie, si on les met ainsi. Je pense à Peter Pan, par exemple, de Régis Lejeune et Gauthier Langros, qui est fabuleux, ou à Bartleby le Scribe, ce texte fabuleux de Melville, illustré par Stéphane Poulain chez Sarbacane. On a même des albums sans texte, car oui, l'information narrative n'est pas toujours fournie par le texte. L'illustration oblige aussi le lecteur à comprendre puis à interpréter. Voici un autre intérêt de ces lectures. On ne lit pas que des mots, ce sont des albums formidables pour travailler la compréhension, qui est quand même la clé. Si on ne comprend pas ce qu'on lit, on décroche, c'est certain. C'est un problème. Quelquefois même, deux genres s'entremêlent. Vous vous souvenez, j'avais chroniqué Pas l'ombre d'un loup de Nathalie Fortier. Eh bien, c'est un livre qui est entre le conte et le théâtre, ou encore le fameux Ulysse aux 1000 ruses d'Yvan Pomeau qui fait de la mythologie dans une histoire de vacances. Voilà. Avec ces quelques exemples, on cerne bien que les sujets traités s'adressent à un public plus mûr si on sait voir la profondeur de livrage. À 9-10 ans, on peut travailler sur le sens du livre. C'est même, on peut travailler avant, mais disons qu'on peut aller plus en profondeur. C'est même un atout dans la motivation à lire. Enfin, le dernier aspect que j'aimerais aborder, je constate que dans les albums de grands, disons-les comme ça, l'image y est souvent ressource culturelle, ce qui peut évidemment aider les jeunes à approfondir leur culture générale. Pensons à l'album de Jacques Goldstein, Les étoiles à la pastèque. Ça s'adresse à un jeune public, certes, mais en même temps, il fournit des références culturelles innombrables dans les pages, qu'un tout petit, tout seul ne détecterait pas, mais qu'un plus grand va pouvoir faire.
Certains albums vont encore plus loin au niveau de l'image par leur portée artistique. Ainsi, Une berceuse en chiffon d'Annie Noveski, illustrée par la fantastique Isabelle Arsenault à propos de l'artiste Louise Bourgeois, ou Mon Riopelle, l'artiste magicien publié chez Édito Jeunesse, sont des albums amenant à une réflexion sur la place de l'art dans nos sociétés que l'on veut mettre à la portée d'un public, futur citoyen de demain. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous comprendrez bien, Marie, que la complexité de ces œuvres littéraires, tant par leur forme, leur genre, leur thématique, empêche une simple catégorisation, ou quelque chose d'un peu simpliste dans cette catégorisation. Et c'est tant mieux, parce que tant mieux si les frontières sont larges, parce qu'elles permettent aux jeunes de naviguer en toute liberté dans leur lecture. C'est ce qu'on souhaite, que les jeunes prennent ces livres-là, les lisent de façon autonome, mais pour les amener là, effectivement, il faut leur présenter, puis il faut les accompagner, susciter la discussion. Vous mentionniez tout à l'heure Mon Riopelle, l'artiste magicien, c'est parce que c'est vous, l'autrice de ce livre-là, Riopelle, l'artiste magicien, qui est vraiment, ça c'est un livre intéressant. Je pense aussi à, vous mentionniez Jacques Goldstein, Les Étoiles, il y a Azada aussi qui peut être présenté, qu'on peut mettre dans cette catégorie-là si on cherche à faire des catégories. Je pense aussi à un livre qui s'appelle La rédaction, qui date un peu, qui est un sujet terriblement difficile. Oui, et puis tous ces livres qu'on appelle les livres résistants. Vous vous souvenez la leçon de Michael Escoffier qui donne matière à réflexion vers lesquels on n'emmènerait pas des tout petits de 5-6 ans, mais qu'à partir de 9-10 ans, on peut vraiment entraîner à réfléchir. C'est souvent d'ailleurs des albums qui vont faire appel à une certaine philosophie. Le problème, c'est ce regard sur l'album, c'est pour ça que j'ai précisé dans ma chronique que c'est pas des bébés des livres. Enfin, on pense toujours c'est un album, donc c'est pour les petits. Oui, mais pas toujours. Non. Et voilà. Oui, alors l'intérêt. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Marie. On apprécie la réflexion que vous suscitez quant à ces livres qu'on peut proposer aux 9-12 ans, et à tous les exemples que vous suggérez. Au plaisir, Marie. On vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Sur un autre sujet intéressant. Oui. À bientôt, Marie. À bientôt. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui, Frédéric Wolf et Baptiste Amsalem, les créateurs de Fred C'est tout sur la disparition des dinosaures, Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Marie Barguirgian à nouveau pour sa chronique sur les albums pour les grands, Nicolas Wertmann en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique pour la mise en onde. Voilà, c'est ici que se termine Images et mots à voix haute cette semaine. À la semaine prochaine pour la dernière.